Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de faire une analyse photo de la sortie que nous avions fait le 16 mars dans les rues de Marseille, notamment au cours Julien, à la Plaine et au Panier. Et donc on va voir ici quelques photos, 25 en tout, qui ont été prises par les participants lors de cette sortie photo. C'est une analyse rapide, hein. Je ne vais pas passer trop de temps sur chaque photo pour ne pas alourdir la vidéo. Et je pense que ça peut intéresser du monde, voir un petit peu les critiques, je pense, objectives qu'on peut avoir et qui peuvent être un peu constructives. Donc là, vous avez l'ensemble des photos réunies, les 25 photos. Et on va commencer par la série de photos de Zach Daniels. Je vais passer en mode de développement, comme ça on va aller voir en plein écran. Donc commençons par la première photo. La photo est plutôt réussie. Le sujet n'étant pas aussi facile que l'on peut le penser. Tout d'abord le cadre. Pour moi, il est trop serré. Je sais pour en avoir parlé lors de la sortie que prendre des photos d'art de rue, ce n'est pas aisé, du fait qu'on est souvent bloqué par l'espace réduit pour prendre les clichés. Cette œuvre est d'ailleurs au début d'une rue peu large, difficile d'avoir le recul nécessaire pour prendre le dessin dans son ensemble, même avec une focale très large. Pour autant, il était possible de s'éloigner du pan de mur, quitte à prendre la photo depuis la place pour en élargir le cadre, car ici on perd de l'information. Certes, le visage et le slogan tiré d'une intro du Ra Luciano, une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions, sont bien là. Mais nous n'avons pas l'un des symboles de la ville de Marseille, Notre-Dame-la-Garde, et on ne voit pas comment l'œuvre se détache et se rattache à la rue en déchirant le mur. N'oublions jamais que le cadre, c'est autant tout ce qu'on y met dedans que tout ce qu'on n'y met pas. Pour le placement, ce n'est pas parce que c'est de la peinture que le sujet n'est pas l'être humain, en tout cas en l'absence d'une présence d'un être humain réel. Du coup, on peut considérer que le sujet est centré dans cette composition. C'est donc un portrait pris à l'horizontale avec le sujet centré, manquant de dégagement sur les côtés. Bref, un peu trop serré. La photo est tout de même plutôt équilibrée, les couleurs bien traitées. Ce type de photo se prête à une saturation poussée, voire excessive. On doit en mettre plein la vue niveau couleur. Pour cette deuxième photo issue du même graphe que la première, nous sommes ici plutôt dans le détail. Et là, je le trouve réussi pour cette raison. Quand il est difficile de faire ressortir une œuvre dans son ensemble, de par sa dimension, son placement, il est bien vu de faire dans le détail. Ici, la part belle est donnée au texte, et notamment un discours social, ce qui colle bien à l'art de rue en général. Je ne sais pas si c'est conscient, mais il est très important de garder le bout de fenêtre en haut à droite. Ce n'est d'ailleurs pas grave que ça soit coupé. Le cerveau est capable de compléter les formes qu'il identifie tant qu'il a suffisamment d'informations pour cela. C'est une des lois de la Gestalt que nous avons vues dans cette vidéo. C'est bien d'avoir gardé la fenêtre d'usage car on rappelle le contexte de la photo, l'art de rue. Pour le placement, les deux textes sont placés sur la ligne des forces horizontales, ce qui facilite la lecture. Très bon cliché. Moins fan de cette troisième photo, le cadrage n'apporte rien de particulier. Le tout est trop fouillis, le regard ne sait pas vraiment où se porter. Par ici, par là, des détails sont intéressants, mais le tout est trop brouillon. Une photo peut avoir une lecture lente, mais il faut que la complexité dégage à un moment un sujet, quelque chose qui justifie cette lecture plus difficile. Tant que cela est possible, il faut privilégier la simplicité. Attention à tout ce qu'on laisse dans le cadre, comme ici le véhicule en bas à droite. Quatrième photo est intéressante, on voit bien l'idée qui a amené le photographe à la prendre comme ça, ce bout de fenêtre réel qui s'intègre dans le dessin général. Nous sommes bien ici dans ce qui fait la photographie, le contraste. Nous avons un contraste clair-obscur, avec les carreaux sombres et le reste de la fenêtre murée qui baigne dans la lumière du jour. Nous avons un fort contraste de couleurs primaires, avec la présence du rouge, du vert, du jaune et du bleu. Des contrastes de sens, petits et grands, ouvert, fermé. Bref, la photo est plutôt bonne pour toutes ces raisons. Mais pour avoir vu l'œuvre dans son ensemble sur ce pan de mur, je pense que ce jour-là, à cette heure-là, il y avait encore mieux à faire avec le fort contraste qui pouvait procurer la lumière du soleil et les ombres dures que cela donnait. Mais c'est déjà du très bon travail. Pour cette photo du cours Julien, et notamment de sa fontaine, pour ceux qui ne connaissent pas, cette fontaine a été construite il y a 30 ans par l'architecte Isabelle Linsky, suite au projet de parking du même lieu et rénové récemment par la même personne. Je trouve qu'il y a un problème de chaud-froid mal maîtrisé. Je m'explique, le contraste chaud-froid est un classique. On l'utilise souvent, c'est quoi exactement?
Les couleurs sont soit dites chaudes, soit froides. L'orange, par exemple, est une couleur chaude. Ici, les façades des immeubles colorés et baignés de lumière sont des couleurs très chaudes, tandis que le devant de la place, la fontaine, sont des couleurs très froides. C'est dû au fait que la fontaine est à l'ombre et que les ombres peuvent facilement être bleutées. Comment on aurait pu faire différemment à la prise de vue? Déjà en jouant sur la méthode de calcul de la lumière, par exemple en spot, et en plaçant le spot sur l'eau de la fontaine pour que l'eau jaillissante soit plus exposée. Mais attention à la surexposition sur le fond dans ce cas. Autre solution, jouer localement sur la balance des blancs pour rendre sa blancheur à l'eau de la fontaine. Et c'est pas possible aussi finement à la prise de vue. Alors pour ce qui est de la balance des blancs à la post-prod, donc par exemple on peut prendre un filtre gradué. Et on joue que sur la balance des blancs. On va réchauffer le tout. Et on peut mettre un petit peu d'exposition. Voilà, on a pas mal à rattraper. Donc si on fait un avant-après, on voit bien que ici au moins les ombres sont plus bleutées. L'eau qu'on connaît, qu'on sait être blanc et l'œil humain sur place voyait effectivement malgré l'ombrage l'eau qui était blanche et donc est rattrapée ici avec une balance de blanc que sur la partie basse de la photo, ce qui ne gêne pas la partie haute qui conserve les lumières bien chaudes et qui ne sont pas réchauffées par notre filtre qui est que sur la partie basse. Dans la photo suivante, le cadrage est plutôt bon. Peut-être puisque le personnage tout à gauche est coupé, ce qui se comprend dans la mesure où le tag est pas mal abîmé, tu vas chercher à ne garder que la partie encore intacte. Mais du coup, tu as compliqué pour rien la lecture de la photo. Je te propose de recadrer légèrement pour supprimer le personnage de gauche. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, donc fonction que si on garde le haut ou le bas de la grille. Donc ici c'est intéressant de garder le bas par rapport à la rue et par rapport à la ligne directrice du rebord. Sinon, là où le cadrage est bon, c'est dans la perspective de la rue. Les lignes directrices du sol, du rebord du mur, de la grille nous amènent à lire l'image en diagonale et vers le point de fuite qui sort du cadre à la droite. Sinon, on retrouve des ressorts de composition, la proximité des pots, la similitude. Certes, ils sont très disparates, mais similaires par le fait que c'est de la récup. Et on l'a dit, la continuité due à l'alignement des pots. Donc c'est un très bon choix et une très bonne exécution. L'avant-dernière photo de Zach me pose un problème, c'est sans doute la moins réussie de la série. Enfin, à mon avis, tout ceci ne reste que mon avis. Trop plate, la lumière est trop haute dans l'image et ne donne pas de relief. Trop fouillis, on ne sait pas où regarder. Il y a bien un chemin, initié par les escaliers, mais la contre-plongée font qu'on ne se voit pas le sol au-dessus des marches, ce qui brise la continuité. À peine on a monté les marches, on se tombe sur une poubelle. C'est pas top. La dernière photo, par contre, est sans doute la meilleure de la série. Certes, la force de la photo, c'est le très beau travail de l'artiste de rue, mais le travail du photographe est aussi très bon. Je propose de recadrer légèrement sur la gauche. Déjà pour éliminer les restes des panneaux qui peuvent distraire le regard, et puis comme ça on donne plus de place au regard de Gustavo sur la droite, ce qui respecte un peu plus la règle des tiers. On peut recadrer par le haut ou par le bas, dans les deux cas c'est l'espace négatif, et le personnage est incomplet de toute façon. Après, ce qui est intéressant aussi ici, dans le travail de l'artiste, et donc qui a été relayé par le photographe, c'est que Gustavo se détache bien parce qu'il est à la fois sur des fonds uniformes de couleurs, ici le bleu ciel, là le bleu un peu plus foncé, et puis le jaune en derrière, et donc chaque fois le personnage se détache bien dans ses tons ocrés. Poursuivant par la série de Serge, si on jette tout d'abord un coup d'œil rapide à l'ensemble de la série, on note un ensemble cohérent, pas mal de travail sur les lignes directrices. C'est le côté urbain, notamment des monuments, qui font ça, mais faire des séries, c'est porteur en photographie.
Pour la première photo, l'idée est bonne. Je me suis permis de faire la même d'ailleurs. Commençons par la prise de vue. La seule chose, c'est qu'il est dommage de ne pas être légèrement avancé pour éviter d'avoir dans le champ le poteau à gauche qui est renforcé par des panneaux de bois, ce qui gâche un peu. On peut bien sûr faire l'opération recadrage par la suite, mais c'est dommage. Tout ce qui peut être fait à la prise de vue doit être fait. Sinon, pour le reste, c'est bon. L'alignement des colonnes, les jeux de lumière entre les alcôves et l'ombre portée sur le mur, le point de fuite qui redirige le regard, les courbes, les verticales, les diagonales des ombres, même la séparation lumière puis ombre puis lumière au centre, tout cela rend plus complexe la lecture d'une image sans la rendre trop complexe. On trouve plein de lois déjà vues, similarité, proximité, simplicité, continuité, de thèmes qu'on abordera par la suite, notamment les forts contrastes. Très bon début en la matière. Je profite du fait que tu m'as transmis les brutes pour quelques retouches rapides. Sur celle-là, clairement baisser les hautes lumières pour gagner du détail. Donc si je réinitialise, voilà la photo telle qu'elle sort du capteur brut. Et donc en baissant les hautes lumières, on va voir qu'on récupère beaucoup de détails. Tu as pris la photo à l'ouverture f3.5 en ISO 200, cela a donné un 1600e de seconde pour le temps d'obturation. Comme tu étais sur trépied, tu aurais pu prendre la photo à une ouverture plus petite, f8 par exemple, et à ISO 100, tu aurais eu un temps d'obturation plus long, mais en étant stabilisé, ça n'aurait pas posé de problème. Je ne pousse pas plus loin le développement, ce n'est pas le but de cette vidéo. Passons à la deuxième photo. Concernant le cadrage, comme nous avons une photo brute de capteur, attaquons d'entrée pour remettre le profil de l'objectif pour corriger les déformations dues au 18-250 sigma, puis redressons l'image. Ça a conduit à forcer un recadrage, mais tant mieux, il y a de toute façon trop d'espace négatif avec le ciel bleu uniforme qui n'apporte rien. Un peu d'expo aussi. On va surveiller les hautes lumières, toujours pour garder un petit peu de détail. Voilà, partons de cette base-là. Tu as choisi ce cadrage sans doute à cause de la camionnette blanche que l'on verra mieux sur la photo de Sébastien. Je dois dire que je préfère le cadrage avec plus de sol de Seb, tant pis pour la camionnette. Et si la chapelle est trop coupée en bas, elle semble venir de nulle part et du coup devient trop imposante, plus que dans la réalité du coup. Après, difficile de ne pas être symétrique avec cette chapelle imposante. La lumière rasante de fin de journée donnera un peu de relief. N'oublie pas de penser à l'ouverture. Pense à être à ouverture moyenne, ni trop ouvert ni trop fermé quand c'est possible pour donner le meilleur de ton objectif. On enchaîne avec la série de 3 photos prises depuis le même point de vue, le parvis du Mucem, avec la paroi du Mucem à gauche, le Fort Saint-Jean au centre et un peu caché au fond Notre-Dame de la Garde. Notez les différences de perspective au 18 mm et au 35 mm. Outre la déformation de la tour Saint-Jean plus forte, la bonne mère apparaît plus proche en augmentant la focale. Ce qui fait la force de la photo, ce sont les lignes directrices formées par le toit fuyant du Mucem qui nous emmènent vers le Fort Saint-Jean et qui nous amène à voir la basilique de Notre-Dame de la Garde en derrière. Du coup, nous avons un premier plan, un sujet au second plan et un fond intéressant au troisième plan. Par contre, au 18 mm, nous sommes clairement trop larges. Il y a trop de sol, trop de ciel bleu uniforme sans relief. Certes, l'imposante façade du Mucem pourrait être un parti pris, mais comme les lignes guident vers la tour du Roi René, le ciel et le sol sont de trop. C'est un peu mieux en 16 neuvième.
De toute façon, ces photos plutôt panoramiques se prêtent mieux au 16/9 qu'au 3/2. Il y a aussi beaucoup de passages sur cette première photo du lieu. Les gens statiques à gauche, des personnes à vélo au centre qui vont vers la gauche, une personne complètement à droite qui va à droite. Il ne faut pas hésiter à attendre le bon moment quand c'est possible afin de simplifier la lecture. Pas forcément de plus avoir personne car l'humain donne un repère de taille et habille une photo, mais éviter trop de marqueurs différents. D'ailleurs, la deuxième photo est bien meilleure pour toutes ces raisons. Le passage de 35 mm resserre le cadre de bien meilleure façon. On garde les lignes rectrices précédemment vues, mais le sol et le ciel sont moins présents. Nous n'avons qu'une personne au premier plan et sa présence loin de gêner guide le regard puisqu'elle est de dos et regarde là où on cherche nous-mêmes à porter le regard. Comme dernier exemple qu'il faut penser à tout en matière de composition, notez que les ombres allongées au sol jouent un rôle important. Surtout du personnage hors cadre dans l'ombre amène à un groupe de personnes un peu cachées au premier plan. La troisième photo est la plus proche du cadre idéal avec la tour en plein sur une ligne de force. Pourtant, il manque la présence humaine de la seconde photo, je trouve. Dernière photo de la série de Serge, le palais du Pharaon. Un développement rapide pour commencer et pour voir un peu mieux la potentiel de la photo. Alors, correction de l'objectif. Un redressement en auto pour faire vite, des réglages de base en auto aussi. Pour déboucher les ombres dans la partie basse et voir voilà, la base sur laquelle nous allons discuter. Je rajouterai un laisser recadrage pour éliminer le lens flare sur la gauche. Je ne sais plus si tu avais un pare-soleil sur l'objectif ce jour-là. Pensez à le mettre quand on prend des photos plutôt en direction du soleil. La photo est bien réussie. On a même plutôt envie de se retrouver en face et de profiter des derniers rayons de soleil sur les pelouses du palais. Attention à l'écart ombre-lumière à la prise de vue. Et s'il a fallu déboucher fortement les ombres pour retrouver du détail dans la partie basse, parce que ça risque de faire remonter beaucoup le bruit, même à ISO 100. On peut certes procéder à une filtration dégradée linéaire en post-prod pour ne rattraper que la partie ombragée, mais ça n'avait pas la montée du bruit. L'idéal, c'est la filtration à la prise de vue, mais ça réclame du matériel supplémentaire. Un moyen simple, c'est de surexposer à la prise de vue, réduire une surexposition tant que les informations ne sont pas perdues à droite de l'histogramme. C'est toujours moins destructeur que surexposer une image qui manque d'exposition. Sinon, à part ça, je redonnais un peu plus de présence à la mer pour garder le caractère si particulier de ce palais, à flanc de falaises et de mer. Terminons par la série de Sébastien. Pour la première photo, un sujet que nous avons déjà vu. Par rapport à la photo de Mokhtar, c'est l'angle qu'a choisi Sébastien, que j'aurais choisi également, mais un peu moins serré là également, pour les mêmes raisons évoquées plus tôt. Les couleurs sont moins vives, c'est plutôt une bonne chose quand vous touchez au réglage, notamment la vibrance et la saturation, n'ayant pas la main trop lourde. Ici, ce domaine particulier, le street art permet plus de latitude, mais en général, il faut être plus leste, plus prudent. La photo est un poil sous ex. Alors faisons quelques réglages de base. On va mettre un poil plus d'exposition. Mettre un peu de contraste. Un peu de vibrance. Un peu de saturation. Comme on a dit, c'est du street art, on peut balancer un peu plus au niveau couleur. Alors sinon, pas grand chose à dire, hein, c'est du bon boulot. J'aime beaucoup la deuxième photo avec ses illuminations qui se détachent pleinement sur ce fond bleu uni. Je pense que vous l'avez compris, on va parler de simplicité, de similitude, de proximité. Les lettres sont liées, de continuité, les lettres sont liées. On est en plein dans la séparation figure-fond. Dommage que la partie droite ne soit pas dans la lumière, mais bon, on fait avec ce que l'on a. Très bon choix et très bonne exécution. J'aime bien cette troisième photo, notamment pour l'excellent travail du graffeur qui a particulièrement fait attention de respecter l'ombrage sur la gauche du visage. Le cadrage serré ne gêne moins qu'à la première photo, mais j'aurais aimé un cadrage avec l'œil le plus proche
sur le point de force haut gauche pour convenir finalement d'un cadrage de portrait série qui remplit le cadre. Donc ici on voit au niveau du cadrage, à la limite cet œil-là il est quasiment sur un point de force, mais c'est celui-là qui est le plus près de nous. C'est sur celui-là, si on avait fait le portrait d'une personne, un portrait serré d'une personne, c'est là-dessus qu'aurait dû se faire la mise au point, et en même temps on peut mettre sur le point de force. Là encore, c'est du bon boulot. Pour la photo suivante, nous sommes carrément dans de l'art moderne. L'œuvre n'aurait pas déçu Kandinsky, Paul Klee ou encore Itten, pour ne citer que ces trois artistes ayant participé à l'école du Bauhaus. J'aurai l'occasion de parler de cette école, et notamment de Itten, lorsqu'on abordera la vidéo sur la composition, le contraste. En tout cas, très bon choix de cadrage pour rendre justice à l'œuvre. Sinon, au risque de me répéter, très bon travail. Cinquième photo, la tête est sur un point de force, l'allumette est sur une ligne de force, mais le regard porte vers la gauche. Il n'y a pas assez d'espace à gauche de la photo, dommage. J'adore la photo suivante, elle résume à elle seule la balade dans le quartier du Panier. Outre la devanture, ce qui fait la force de la photo, c'est l'angle de vue. Les horizontales données par le bâtiment sont contrebalancées par l'angle en pente de la rue. Les murs eux-mêmes ont l'air de guingois, ce qui est bien l'impression que l'on a quand on est sur place. La photographie a-t-elle besoin d'être réaliste? Pas forcément. Mais il faut tout de même que la photographie nous parle, nous livre un sentiment, bon ou mauvais, peu importe. Mais ne nous laisse pas indifférents. Avec celle-là, je trouve que ça le fait. Lightroom, comme les autres logiciels de retouche, sait redresser des photos maltraitées par les déformations des objectifs. Et si, à mon avis, il ne faut surtout pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est justement cet aspect un peu biscornu. On enchaîne avec une photo prise depuis la Vieille Charité avec un cadre dans le cadre. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette technique de composition. Cela focalise le regard, ici sur un détail architectural de la chapelle intérieure. Encore faut-il faire une mesure de lumière correcte pour, comme ici, garder l'exposition correcte à l'intérieur du cadre naturel, quitte à laisser le pourtour du cadre dans une pénombre volontaire. C'est bien ici, bravo. On retrouve dans la photo suivante la photo depuis l'étage de la cour intérieure, avec cette fois-ci un cadre plus large. Comme dit plus tôt, je suis plus pour ce cadre plus large. Il met plus en valeur la chapelle, il raconte mieux l'histoire du lieu. Bon ok, il y a la fameuse camionnette blanche, horreur absolue, on ne voit que ça. La photo perd forcément de la valeur, sinon le reste me plaît. Je ferai juste un petit traitement dans la balance des blancs, les ombres sont trop bleues. Donc on peut utiliser, on a vu, un filtre dégradé pour faire que la partie basse. Et donc jouer après sur la balance des blancs. Réchauffer le tout. Pas trop, pour conserver quand même. Voilà, donc si on fait un avant-après, là on voyait les ombres sont vraiment trop bleues. Et là on a rattrapé pour avoir quelque chose de plus propice à ce que l'œil humain voyait à ce moment-là. Le plus proche. Pour la photo d'une partie de la major, bien vu l'angle employé. Certes, il est contraint par la présence d'échafaudages que l'on devine dans l'angle bas droit, mais justement pour les contourner, on a cette composition en oblique qui remplit bien le cadre. Après, de savoir si on tente de redresser ou pas la photo, c'est à voir. Ici, les deux tours qui entourent le portique monumental sont bien dans les lignes de force verticales. À la prise de vue, ne pas hésiter à prendre un peu de recul, de laisser respirer autour du sujet. On ne sait jamais si on ne va pas devoir légèrement redresser et dans certains cas, on peut manquer un peu de marge de manœuvre. Les deux dernières photos sont les moins bonnes de la série, tout simplement parce que floues. Sinon c'est dommage, il y a de bonnes idées. La première avec la grande roue au premier plan qui dirige le regard vers la cathédrale de la Major. C'est pas grave qu'il y ait un grand espace négatif dans le cadran au droit, dans la mesure où la roue amène vers le deuxième sujet de la photo, la Major. La dernière photo est un bon exemple qui montre que le respect de la loi des terres ne fait pas tout. La tour du roi René est bien dans la ligne de force verticale, mais on a un cadre un peu trop serré. On perd la force du visuel hors norme du MUSEM et du guide vers le Fort Saint-Jean, et Notre-Dame de la Garde. Voilà, c'était tout pour cette série de photos et les 25 photos que nous avons vues ensemble. J'espère que ça pourra vous apporter quelques précisions sur l'art de la composition et de la photographie en général.
si j'aurai l'occasion, j'espère dans l'avenir, de faire ce type de série d'analyse à d'autres reprises. En attendant, je vous dis à la prochaine fois.